Donc bonjour encore une fois. Est-ce que vous êtes en train de voir l'affichage? Oui, monsieur. D'accord. Donc la dernière fois, on a vu la notion de routing, d'accord, et comment on crée un système de navigation à l'intérieur de notre projet Angular, d'accord. Les différents scénarios. Donc si on va créer une application, une nouvelle application, comment le faire? Si l'application est déjà là, comment le faire? Les différentes techniques de routing. On a vu un exemple et aussi on a vu quelques cas pratiques comme par exemple le wildcard route, d'accord? Comment récupérer le paramètre d'un route. Aussi, on a vu la redirection, si on souhaite ajouter une redirection, comment on le fait. On a vu aussi la notion de modularité, d'accord? Donc, en quoi ça peut nous servir la création des feature modules, ce qu'on appelle feature modules dans Angular, d'accord? Les modules fonctionnels, si c'est correct. D'accord? Comment les implémenter, comment faire ce qu'on appelle lazy loading pour, euh, pour profiter de l'avantage de retarder le chargement d'un module par rapport au démarrage de l'application, donc quels sont les bénéfices, ainsi de suite, et comment manipuler les modules avec routing. Donc c'est ça ce qu'on a fait réellement la dernière fois. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce qu'on a fait la dernière fois. Sinon, on avance. Ben. Donc, je suppose qu'il n'y a pas de questions. Donc, on va attaquer tout de suite la nouvelle partie qu'on va voir aujourd'hui. Donc, ça s'appelle Data Binding. D'accord? Donc, c'est une première présentation dans laquelle on va voir le Data Binding, c'est quoi? Donc, Data Binding, c'est tout court la liaison de données. D'accord? Donc, on a travaillé la dernière fois sur la navigation entre les components. D'accord? Donc, il faut vous rappeler, le principe de base du routing, c'est comment naviguer entre les components. D'accord? Puisqu'on n'a pas de page web comme les applications web classiques, on est en train de développer une single page application. Donc, la navigation, elle se fait entre les components. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va essayer de voir comment manipuler le component de l'intérieur. D'accord? On a vu comment naviguer entre les components. Et si on arrive dans un component, on va voir comment on manipule le component de l'intérieur, comment on manipule les données plutôt à l'intérieur d'un component. D'accord? Donc, c'est un peu ça, les techniques de data binding. D'accord? On va voir le principe de base de data binding, en quoi ça peut nous servir, d'accord. Ensuite, on va voir les différentes techniques de data binding, d'accord. Donc, commençons par string interpolation, d'accord. C'est une des techniques de data binding, le property binding, l'event binding et le two ways binding, d'accord. C'est un peu ça les quatre techniques de data binding qui existent dans Angular. On va les voir une par une. Et en plus de ces quatre techniques-là, on va voir les pipes, d'accord? Donc, c'est un outil qui va nous aider, bien sûr, dans l'affichage des données. Donc, voilà. Donc, ça va être notre plan pour cette première présentation. On attaque tout de suite l'introduction. Donc, c'est quoi le data binding? La liaison de données qu'on est en train de parler. C'est quoi exactement? Donc, on sait tous que, j'ai dit tout à l'heure que le data binding, c'est le moyen, qui permet de gérer les données à l'intérieur d'un component. D'accord? Donc, comment on manipule les données à l'intérieur d'un component? On sait tous que le component il est composé de deux parties. La première partie, c'est le code TypeScript. Donc, le code TypeScript qui est contenu dans un fichier .component.ts et qui contient le business logic ou bien la logique métier du component. D'accord? C'est-à-dire les comportements et les différentes actions qui vont être traitées dans le component. De l'autre côté,
on a le template HTML. Donc, le template HTML, on le trouve dans un fichier .component.html. Donc, on a dit que un component, principalement, c'est un fichier TS, une classe TS, et le template HTML qui est hébergé dans le fichier component.html. D'accord? Bien sûr, il y a après le fichier de CSS pour les styles et autres, mais principalement, on doit avoir un code TypeScript et un template qui sera le responsable à l'affichage, parce que on a vu que un component, il sert à définir une view, une partie de l'interface. D'accord? Donc c'est pour cela qu'il y a le template qui va être affiché et le code qui va être manipulé pour donner la logique métier de ce template-là. Donc, qu'est-ce qu'elle nous offre le data binding? Donc, il nous offre deux techniques, donc deux possibilités. Soit je vais envoyer des données depuis le TypeScript vers le code HTML, ou bien l'inverse, d'accord? Donc, c'est ça les deux sens. Donc, on va commencer par le premier sens. Donc, le premier sens, c'est comment externaliser des données depuis la classe TypeScript vers le template HTML. C'est-à-dire, si j'ai des données ou bien des variables qui contiennent des données à l'intérieur de mon code TypeScript, comment je peux les ajouter et les afficher dans l'interface. D'accord? Donc, c'est un peu ça le premier sens. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Pour pouvoir afficher des données depuis le code TypeScript vers le template, on a une première technique qui s'appelle string interpolation. Donc, string interpolation, donc c'est une interpolation de chaîne de caractères, d'accord, qui permet d'afficher le contenu d'une variable qui est définie dans le code TypeScript dans le template HTML. D'accord? Donc, ici, l'exemple que vous êtes en train de voir, data entre double accolade. Donc, le double accolade, c'est la syntaxe de string interpolation. D'accord? Et data, c'est le nom de la variable qui est définie dans le code TypeScript et qui va être affichée dans le template HTML. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas la variable qui va être affichée, mais c'est plutôt le contenu de la variable ou bien sa valeur. D'accord? Donc, ça, c'est une première technique. D'accord? Donc, string interpolation. Donc, on va revenir, bien sûr, plus en détail sur cette technique-là dans les prochains slides. On a d'autre part une autre technique qui s'appelle property binding. D'accord? Donc, le property binding, c'est une liaison de propriétés. Donc, on sait tous que les éléments HTML, tous les éléments HTML ont presque des propriétés. D'accord? Et on peut, grâce au property binding, rendre ces propriétés dynamiques. D'accord? C'est-à-dire, la propriété, elle peut dépendre, la valeur de la propriété peut dépendre du contenu d'une variable. Donc, c'est un peu ça l'idée derrière property binding. Donc, la propriété, elle devient dynamique. Son contenu, sa valeur, elle change selon la valeur d'une variable qui est définie dans le code. D'accord? Donc, si la valeur de la variable change dans le code, la propriété, elle change automatiquement. D'accord? Donc, ça, c'est dans le premier sens. On a deux techniques dans le premier sens. D'accord? Donc, string interpolation et property binding, ils agissent sur un seul sens depuis le code TypeScript vers le template HTML. D'accord? Donc, ce sont les deux premières techniques. La troisième technique, elle agit dans le sens inverse. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de réagir ou bien de prévoir des réactions sur les événements que l'utilisateur est en train de faire au niveau du template. Donc, l'utilisateur, il est en train de voir le template. Donc, l'interface, l'user interface. Donc, il est censé faire des actions sur ce template-là. Il va pouvoir, par exemple, cliquer sur un bouton ou bien appuyer sur un bouton du clavier, faire un clic, faire bouger la souris. Donc, tous les événements que l'utilisateur peut faire au niveau du template, d'accord, je peux prévoir des réactions à ces événements-là faits par l'utilisateur au niveau de mon code TypeScript. D'accord? C'est la technique de event binding. D'accord? Donc, avec la technique de event binding, je peux prévoir que lorsque l'utilisateur, par exemple, il va cliquer sur ce bouton-là,
je vais faire exécuter cette fonction-là qui permet de faire telle et telle chose. D'accord? Donc, c'est ça. La troisième technique de data binding, elle s'appelle event binding et elle va au sens inverse par rapport aux deux premières. D'accord? Donc, ici, voilà donc le sens inverse du template vers le TypeScript. Voilà, ce sont les trois premières techniques. La quatrième et la dernière technique de data binding, c'est ce qu'on appelle two-ways binding. Donc, on va faire un petit mélange entre le property binding ou l'event binding. D'accord? Le property binding qui va du code TypeScript vers le template et l'event binding qui va au sens inverse. Donc, le two-ways binding, c'est une combinaison entre le property ou l'event binding. D'accord? Donc, d'ailleurs, vous remarquez ici dans la syntaxe, donc on va revenir bien sûr sur tout ça après, donc vous remarquez ici dans la syntaxe qu'il y a le crochet de le property bind et il y a la parenthèse de l'event binding. Donc, on utilise crochet et parenthèse en même temps, d'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des développeurs banana in the box, d'accord? C'est comme si on a une banane qui est dans un box, d'accord? Donc, ça s'appelle banana in the box. Voilà, donc c'est les quatre techniques de manipulation de données, d'accord? Le string interpolation et le property binding, ils vont dans le sens depuis le TypeScript vers le HTML. L'event binding, il va dans le sens du HTML vers le TypeScript. Et le two-ways binding, c'est une combinaison des deux sens, d'accord? Ça va aller dans les deux sens à peu près. On va voir après un exemple pour vous expliquer la chose. Donc voilà, donc c'est une vue globale sur data binding en général. Donc on va voir maintenant string interpolation. Donc on va voir les techniques une à une, d'accord? On va commencer par string interpolation, d'accord? Si bien sûr vous n'avez pas de questions sur ce schéma-là, hein. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va voir en détail chacune de ces techniques-là, d'accord? Pour voir comment ça fonctionne. Donc string interpolation. Donc, ça permet d'afficher le contenu d'une variable dans un template. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir afficher le contenu d'une variable dans un template? On doit tout d'abord déclarer la variable. D'accord? Donc, on va sur le code TypeScript et on déclare une variable. Et après, on va sur le HTML et on affiche cette variable-là. Donc, ici, on a le fichier server.component.ts. Donc, l'exemple qu'on va prendre, un fichier .ts, d'accord, dans lequel on va définir deux variables. Donc, une première variable qui s'appelle serverID qui contient comme valeur 10 et une deuxième variable server status qui contient comme valeur le mot offline. D'accord? Donc, c'est la définition au niveau du TypeScript. Donc, maintenant, on va aller au niveau du template. D'accord? Au niveau de notre template dans le fichier HTML, on va essayer de afficher le contenu des variables en utilisant la technique de string interpolation avec les doubles accolades. D'accord? Donc, on utilise les doubles accolades autour des noms des variables. D'accord? Donc, voilà, donc chacune des deux variables a été implémentée dans l'interface avec les doubles accolades. Ce qu'on va voir à la fin, c'est le template avec le contenu des variables. D'accord? Donc, ici, ce qu'on va voir, c'est server with ID 10 is offline. D'accord? On a remplacé cette écriture-là par la valeur de server ID et cette écriture-là par la valeur de server state. Donc, c'est ça à peu près la technique de string interpolation. C'est très basique, c'est très simple. Ça consiste tout simplement à ça. Ici, si on veut afficher le contenu d'une variable, on met server ID, tout simplement. Donc, server ID, c'est le nom de la variable. Si on a une constante qu'on souhaite afficher, on peut écrire entre cotes. Bon, franchement, je ne vois pas trop l'intérêt des constantes, mais ça existe. Si un jour vous aurez besoin, donc ça existe. Donc, l'essentiel, donc, dans l'utilisation de string interpolation, il faut toujours garder en tête que le résultat doit être une chaîne de caractères. D'accord? Donc, c'est ça le principe de base qu'il faut toujours garder en tête. C'est que les doubles accolades, ils doivent donner
à la fin une chaîne de caractères, peu importe ce qu'on écrit. L'essentiel, le retour final, ça doit être une chaîne de caractères. D'accord? Pour cela, on peut utiliser par exemple des fonctions à l'intérieur des doubles accolades. D'accord? Si par exemple ici on définit une fonction qui s'appelle getServerStatus, d'accord, et qui permet de retourner la valeur de la variable serverStatus. C'est un getter en fait, d'accord. Donc on peut, comme ça, on peut déclarer nos variables avec le private, d'accord. Donc c'est un getter, d'accord. On peut utiliser cette fonction-là puisque son retour, c'est une chaîne de caractères à la fin. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va retourner une variable. La variable, ça va être une chaîne de caractères, donc ça peut être utilisé dans string interpolation. Donc, on peut trouver une écriture pareille, d'accord? Donc, ici, on a getServerStatus entre parenthèses, entre les doubles accolades, et qui permet d'afficher le résultat de retour de l'exécution de la fonction. D'accord? Donc, qui est finalement une chaîne de caractères. D'accord? Donc, ici, le résultat va être ainsi. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est ça, en fait, l'idée de base, c'est que entre les accolades, on doit prendre en considération, on doit prendre soin que le résultat final soit une chaîne de caractères. Donc, on va avoir quelques exemples. D'accord? Quelques exemples pour comprendre un peu le string interpolation. D'accord? Ici, on a deux variables. La première, c'est public name, qui est égal à une chaîne de caractères, et une fonction qui s'appelle greetUser et qui permet de retourner une chaîne de caractères hello avec le nom de la variable name. D'accord? Ici, ce qu'on peut faire avec cette variable et cette fonction, c'est qu'on peut, comme le principe de base, c'est afficher le contenu de la variable. Donc, welcome, avec le nom de la variable, il va afficher son contenu. On peut faire l'évaluation d'une expression. D'accord? Si on fait 2 plus 2 ici, ça va nous afficher 4. D'accord? Voilà, donc c'est une évaluation d'une expression qui peut être convertie après en une chaîne de caractères. D'accord? Donc, ensuite, on peut faire une concaténation directement sur le string interpolation. D'accord? Donc, ici, ce que vous voyez entre codes, ça va être la partie fixe et plus name, c'est la partie variable. On peut utiliser les propriétés prédéfinies de JavaScript. Par exemple, si on veut afficher la longueur de la variable name, on peut utiliser name.length. D'accord? Donc, c'est une propriété prédéfinie JavaScript et on peut l'utiliser directement à l'intérieur de la syntaxe de string interpolation. Pareil pour les méthodes JavaScript. D'accord? Donc, s'il y a une méthode JavaScript prédéfinie, on peut l'utiliser directement bien sûr, sur les chaînes de caractères. Hein? Donc, tout uppercase, par exemple. Et on peut utiliser, comme on a vu, une fonction qu'on a écrite par nos propres mains, d'accord? L'essentiel, on doit veiller que ce soit une chaîne de caractères pour que ça ne cause pas de problème. Donc, ce qu'on ne peut pas faire, c'est par exemple une affectation. Donc, ici, A égale à 2 plus 2, ce n'est pas une chaîne de caractères, c'est une affectation, ça ne retourne rien, d'accord? Donc, ça ne peut pas être accepté à l'intérieur des doubles accolades. Et les variables globales JavaScript aussi, c'est pas permis, d'accord? Par contre, on peut créer des fonctions qui permettent de récupérer ces variables globales, d'accord? Et faire appel aux fonctions comme ceci, hein, comme greetUser. Donc, on peut créer des fonctions pour récupérer ce genre de variables globales dans le navigateur, par exemple, et les afficher à travers les fonctions. Donc voilà, c'est en gros ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec la technique de string interpolation. D'accord? Passons maintenant au property binding. D'accord? Donc le property binding, c'est pour dire en quelque sorte liaison de propriétés. D'accord? Donc c'est une autre façon pour créer des communications dynamiques entre le TypeScript et
le template, donc en plus du string interpolation. Monsieur, Oui. monsieur صباحي سامحني بربي. monsieur الديابور اللي قبل هذايا عندنا الديابور اللي قبل هذا فوالا في الفونكسيون مسيو انت كاتب ريتيرن هلو بليس ذيس نيم هيكا ولا؟ يا اخي مسيو ذيس هذيك وقتها نستعملها وقتها ما نستعملوهاش. Le code, la première ligne de code, Soumaya, c'est le code qui est dans la classe TypeScript. D'accord? Donc, dans la classe TypeScript, on utilise toujours, pour faire appel aux propriétés de la classe, on utilise toujours this pour que ça soit variable lorsqu'on fait l'instanciation. D'accord? Les mêmes principes d'orienter objet que vous connaissez. Donc ici, dans le code JavaScript, on va voir après les exemples, si on manipule les variables ou bien les attributs d'une classe à l'intérieur de la classe, on utilise toujours this. D'accord? Pour que ça soit, que ça peut être... هذاك على معناها هذاك على حبيت نفهم إن وقتها نستعملها وقتاش ما نستعملش this أنا فهمتني. Dans le template, on n'utilise pas this. Dans le template, on n'utilise pas this. Par exemple, lorsqu'on a fait appel à name, on l'a appelé directement la variable name qui existe dans le code TypeScript. Mais si je vais manipuler name à l'intérieur de la classe TypeScript, on utilise toujours this. واضح ماشي merci. Ok. Donc, ça va venir avec nous, Soumaya, t'inquiète pas, Inch'Allah. Donc, je reviens sur le property binding. Donc, ça permet de faire une liaison dynamique entre une propriété d'un élément HTML. Donc, on sait tous que les éléments HTML ont tous des propriétés. D'accord? Donc, l'objectif ici, c'est que la propriété, elle soit dynamique. Son contenu, sa valeur, elle change avec le changement d'une variable dans le code TypeScript. D'accord? Donc, ça va venir avec nous quelques exemples qui peuvent éclaircir ceci. D'accord? Ici, bien sûr, le property binding, elle va dans un seul sens. D'accord? Depuis le TypeScript vers le dos. Elle ne fait pas l'inverse. D'accord? Comment on utilise le property binding? On utilise les doubles crochets. D'accord? Double crochet, c'est la syntaxe. Si on trouve une propriété d'un élément HTML entre crochets, c'est que cette propriété, c'est une propriété dynamique, que son contenu, il change avec le changement de la variable avec laquelle elle est liée. D'accord? Donc, liaison de propriété, donc c'est-à-dire lier la propriété avec une variable. Donc, on prend un exemple ici. Par exemple, on a une variable qui s'appelle myID, d'accord? Donc, qui est déclarée dans la classe TypeScript. Et cette variable-là, elle contient comme valeur une certaine valeur, test ici ou je ne sais pas quoi, peu importe la valeur, d'accord? L'essentiel qu'on a une variable qui existe dans le code, d'accord? Donc, et son contenu, il peut changer, d'accord? Au fur et à mesure qu'on manipule l'application. Donc, si par exemple on a un input et qu'on a besoin que cet input-là il soit dynamique, par exemple parce qu'on a créé un tel comportement ou autre, donc on peut lier par exemple l'ID de cet input-là avec myID. Donc ici, l'ID de l'input, il va changer suite au changement de la valeur de myID. D'accord? Donc à chaque fois que la valeur de myID change, la propriété ID ici, elle va changer. Donc ici, elle va prendre test ID. Mais si ça change en cours de manipulation, ça va changer automatiquement. D'accord? Donc voilà, donc c'est un peu ça la technique de property binding. D'accord? Donc ici, l'ID égale à la valeur de la variable myID. Donc c'est un peu ça. Donc on va revenir après sur un exemple ou deux de cette property binding en plus de celui-là. Donc jusqu'à maintenant, on a vu que le sens depuis le TypeScript vers le HTML.
Donc, maintenant, on va voir le sens inverse, c'est-à-dire depuis le HTML vers le TypeScript. D'accord? Donc, c'est-à-dire, on va rester à l'écoute de ce qui se passe au niveau du template et essayer de prévoir les comportements. Donc, si l'utilisateur il fait un comportement bien précis, je vais pouvoir déclencher un processus d'action qui va traiter ce comportement-là. D'accord? Donc, c'est un peu ça en fait. Donc, si l'utilisateur, par exemple, il clique sur, sur le bouton de la souris, ou bien il appuie sur une touche de clavier, ou bien il fait bouger sa souris. Donc, tous les événements qu'on connaît déjà dans le HTML et dans le JavaScript natif, d'accord? Donc, on peut traiter presque tous ces événements-là. Donc, avec l'event binding, et bien sûr, c'est-à-dire, on détecte l'événement. D'accord? Donc, et on effectue un comportement suite à cet événement-là. Donc, on va prendre ici un exemple. On va dans le fichier TypeScript. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On a défini une variable qui s'appelle Server Creation Status. D'accord? Donc, cette variable-là, elle va avoir comme valeur No server was created. D'accord? Voilà, c'est une simple chaîne de caractères. Et on va définir aussi une fonction qui s'appelle onCreateServer. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction-là? Elle va changer le contenu de la variable ServerCreationStatus. D'accord? Donc, tu as vu, Lana Soumaya, donc lorsque j'ai essayé de manipuler cette variable-là, je dois utiliser this. D'accord? Donc, je suis à l'intérieur de la classe. Ben, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ça, c'est la préparation au niveau de la classe TypeScript. Donc, juste une petite remarque ici. Le on que vous êtes en train de voir, c'est pas obligatoire. D'accord? Donc, c'est conventionnel. Donc, par convention, les fonctions qui sont en train ou bien qui seront déclenchées suite à des actions ou bien à des événements, on ajoute au début de leur nom on pour que ce soit distingué des autres fonctions. D'accord? Donc, c'est juste une convention pour faire la distinction, pas plus. Mais vous pouvez créer les fonctions des événements sans le on. C'est pas obligatoire. Hein? Voilà. Donc, maintenant, une fois on a fini avec les classes TypeScript, on va aller au niveau de notre template. D'accord? Donc, on va aller au niveau de notre template pour lier le bouton dans l'interface avec la méthode onCreateServer qu'on vient de créer. D'accord? Donc, ici, comme vous voyez, on a un bouton, d'accord, qui est addServer, dans lequel on a défini un événement de clic. D'accord? Donc, si ce bouton il sera cliqué, d'accord, onCreateServer va être exécuté. Donc, la fonction onCreateServer, on a vu ensemble qu'elle va changer le contenu d'une variable, donc qui est la variable ServerCreationStatus, d'accord, comme vous voyez ici, d'accord. Donc, comme vous remarquez ici, je suis en train d'utiliser le data binding ici pour afficher le contenu de Server Creation Status. Donc, lors du chargement du component, on va voir ici la valeur de Server Creation Status, la valeur initiale, c'est-à-dire No server was created. Une fois, je clique sur le bouton, d'accord? Donc, un événement s'est déclenché sur le bouton. Cet événement-là de clic, il va exécuter une fonction qui s'appelle onCreateServer, d'accord? Et cette fonction-là, elle va changer le contenu de la variable. Donc, automatiquement, l'affichage ici, il va changer, d'accord? Donc, automatiquement, l'affichage ici, il va changer. Voilà. Donc, c'est ça l'explication. Donc, ici, c'est la définition de l'événement déclencheur. Et ici, c'est la fonction qui sera exécutée si cet événement-là, il se déclenche. Donc, bien sûr, ici, click sans le on, d'accord? On n'utilise pas le on comme dans le JavaScript, d'accord? On utilise uniquement le nom de l'événement, click, ou bien double click, ou je ne sais pas quoi. D'accord? Donc, c'est un peu ça, l'event binding. D'accord? Est-ce que l'exemple est clair? C'est bon? Oui, monsieur. Bien.
Donc, on passe le two-ways binding, d'accord? Donc, le two-ways binding ou bien un binding dans les deux sens. Donc, ici, let me fix this. Donc, two-ways binding. Ben. Donc, le two-ways binding, c'est une liaison dans les deux sens, d'accord? Donc, ça utilise, comme j'ai dit tout à l'heure, un peu la property binding et le event binding, les deux en même temps, d'accord? C'est le contexte dans lequel on utilise le plus le property binding, c'est le contexte des formulaires. Donc, lorsqu'on crée des formulaires, généralement, on utilise la technique de two-ways binding pour que la liaison elle soit dans les deux sens entre la classe et le template. D'accord? Donc, on va voir ça plus en détail lorsqu'on va attaquer la partie des formulaires. Les formulaires, c'est toujours un phénomène dans les frameworks. Hein. Donc, c'est une partie très difficile et très délicate. Donc, ça va être, elle va avoir presque une séance tout entière. Surtout avec Angular, c'est très délicat. Ici, donc, la méthode de two-ways binding, donc c'est un mélange, comme j'ai dit tout à l'heure, entre le property binding et l'event binding. On utilise les doubles crochets les crochets plutôt de property binding avec les parenthèses de l'event binding, donc un peu les deux. D'accord? Donc, si par exemple ici on a une interface qui contient deux inputs, username et password, et dans l'autre partie on a deux variables, username et password. Donc ici le contenu des variables et le contenu des inputs est partagé dans les deux sens. Donc c'est-à-dire si je change le contenu de la variable à l'intérieur de la classe, le contenu de l'input il va changer automatiquement au niveau de l'interface. Et inversement, si je change le contenu de l'input au niveau de l'interface, le contenu de la variable, il change automatiquement au niveau du code. D'accord? Donc, c'est un peu ça le two-ways binding. On va prendre un petit exemple. Donc, on va avoir un input. D'accord? Donc, juste... donc, je vais implémenter cet exemple-là directement dans le code pour que ça soit plus pratique. Je ne sais pas. Voilà. Juste, je change le projet. Donc, je vais ajouter l'exemple directement sur le code. Comme ça sera plus clair, je suppose. Donc, on va prendre un component, par exemple, about. D'accord? Donc, au niveau du fichier TS du component, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer une variable. D'accord? Donc, ici, je vais dire public, ou bien on peut même ne pas utiliser public, on peut déclarer la variable directement. On peut dire que c'est username. D'accord? Et on peut lui affecter un contenu directement, par exemple. C'est le contenu par défaut. Hein. Donc ça, c'est une variable que je suis en train de déclarer. D'accord? Donc je vais aller sur le aboutComponent.html et je vais afficher, d'accord? Je vais afficher le contenu de cette variable-là. Donc je vais faire username display, d'accord? Donc à l'intérieur de ceci, on va afficher le user. Donc ici, c'est une simple string interpolation. Hein. ngserve, on va servir l'application. Donc ici, c'est la technique de string interpolation qu'on est en train de voir, qu'on a vu tout à l'heure, une variable que j'ai définie au niveau
de mon code TypeScript et que je suis en train d'afficher au niveau de du template HTML de ce code-là. D'accord? On attend la compilation. Voilà, donc Home, donc on va aller sur le About, d'accord? Donc comme vous pouvez voir ici, on a le username display, l'affichage de username, qui contient la valeur default, d'accord? Donc bien sûr, ici, donc ici à droite vous avez le code TypeScript et à gauche l'affichage HTML. Bien sûr, ici, si je change le contenu de la variable, d'accord, le template il va changer automatiquement, d'accord. Donc ici c'est dans le sens TypeScript vers le HTML, d'accord. Ce qu'on va faire maintenant, c'est le two ways binding, d'accord. Donc le two ways binding, on va ajouter un label, donc username, donc, et on va ajouter un input de ce username, d'accord. Donc input de type text. Donc l'essentiel ici c'est comment faire le two ways binding, d'accord. Donc on utilise bien sûr les crochets plus les parenthèses à l'intérieur, d'accord. Donc et on va définir un modèle. Donc ce modèle là, on va dire que on va le lier avec le username. D'accord? Donc le modèle, on va le lier avec le username. Donc c'est-à-dire tout cet input-là, il va avoir un modèle qui est le variable username. Donc c'est le modèle associé entre l'input et le code TypeScript. Donc bien sûr, ça, on est en train de traiter les formulaires. Donc on va revenir sur ceci plus en détail lorsqu'on va voir les formulaires. Donc juste une chose maintenant, on doit pouvoir, donc vous remarquez que il me souligne, donc TypeScript me souligne le ngModel, il me dit que c'est pas reconnu, une propriété reconnue, tout simplement parce que le module Il faut importer, monsieur, le module ngModel. Exactement, donc c'est pas le ngModel, mais c'est plutôt le form model. Form module. Voilà. Form module. Donc, on va faire une importation depuis le Angular Forms, d'accord, du form module. D'accord? Donc, forms module. Donc, juste, il ne faut pas oublier de l'ajouter dans le tableau d'importation. Donc, forms module. Voilà. Donc, vous pouvez remarquer ici que une fois l'importation est terminée, donc, il ne souligne plus l'erreur où est-ce qu'on était. Ici. Voilà. Donc, ce n'est plus souligné comme étant une erreur. Donc, si on revient à l'interface, on peut trouver notre input. D'accord? Donc, il y a un souci ici, normalement. Voilà. Donc, ici, la propriété username, donc, elle est affichée au niveau du formulaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'input, il est lié avec la variable username. Donc, c'est pour cela qu'il affiche au niveau du formulaire son contenu. D'accord? Donc, vous pouvez voir ici que la partie en bas ici, c'est l'affichage depuis le TypeScript vers le formulaire. D'accord? Donc, maintenant, si on change le contenu
de la variable ici au niveau du formulaire, d'accord? Il va changer automatiquement au niveau du TypeScript et on va pouvoir voir l'affichage ici. C'est-à-dire, si j'ajoute quelque chose au niveau du formulaire, elle va être mise à jour automatiquement ici. D'accord? Donc, c'est ça, en fait, le two-ways binding. Donc, ici, on tape sur le formulaire, ça va changer dans le TypeScript et ça va revenir pour faire l'affichage ici. D'accord? Donc, ici, c'est une liaison dynamique dans les deux sens. D'accord? Donc, c'est un peu ça l'exemple du two-ways binding. D'accord? Donc, voilà, c'est un exemple simple juste pour comprendre le principe. C'est bon? Oui, c'est bon. monsieur. Voilà, donc juste, il ne faut pas oublier que si vous voulez utiliser un input avec le ngModel, il faut importer, comme j'ai dit, le forms module depuis l'Angular Forms, depuis le noyau Angular, et l'ajouter ici dans les tableaux des importations. Donc c'est ça pour pouvoir manipuler le ngModel. Donc c'est un peu ça en fait l'exemple qu'on a vu ensemble. Donc ça sert à rien de. Donc ici il y a la remarque qui parle de l'activation de ngModel à travers l'importation de forms module depuis forms et l'ajouter. Donc c'est ce que j'ai fait dans la pratique. Vous le trouverez ici. Donc maintenant la dernière chose c'est les pipes, d'accord? Donc les pipes c'est un moyen qui permet de transformer ou bien de changer l'affichage d'une variable dans l'interface sans toucher à son contenu. C'est-à-dire si on a une variable qu'on souhaite l'afficher différemment dans différents components. Donc on utilise un pipe pour les différents components sans toucher au contenu réel de la variable. Donc la variable, elle va garder son contenu standard. Et lors de l'affichage, je peux changer son affichage. D'accord? Donc, et ça peut être utile dans certains cas, très utile même dans certains cas. Donc, les variables sur lesquelles on peut agir, donc les variables, ça va être généralement, donc il y a les pipes prédéfinis bien sûr, et il y a les pipes qu'on crée, les pipes personnalisés qu'on peut créer tout seul. Donc les pipes prédéfinis, ça peut agir sur les chaînes de caractères, sur les valeurs monétiques, sur les dates, etc. Donc on peut changer l'allure d'affichage des variables contenant ce type de données. D'accord? L'avantage avec les pipes, c'est qu'on le déclare une seule fois, donc, et on l'utilise dans toute l'application, d'accord? Et l'autre avantage, c'est que les données, ils vont garder leur intégrité. On ne va pas changer le contenu de la variable, mais on va changer sa façon d'être affichée. Voilà, donc comment on l'affiche dans certains cas, d'accord? Sans toucher à sa réelle valeur, d'accord? Donc, on va prendre un exemple de quelques variables. Donc, on a ici 4 variables, 2 chaînes de caractères, nom et message, et un objet first name et last name, d'accord? Et finalement une date, d'accord? Un objet person qui contient first name et last name, et une date qui contient la date système. Donc ici, si on affiche le nom directement, il va nous afficher Angular, puisque c'est la valeur de la variable, donc Angular avec un A majuscule. Si dans certains cas, par exemple, je souhaite afficher Angular en minuscule, donc je vais garder la même variable nom comme elle est, et je vais afficher Angular en minuscule en utilisant le pipe lowercase. D'accord? Donc il suffit d'écrire après le nom de la variable, dans le string interpolation, barre et lowercase. Lowercase, c'est un pipe prédéfini Angular. Donc, il y a toute une liste de pipes. Donc, rappelez-moi de vous donner le lien où on trouve la liste des pipes. Et ici, ça va nous afficher Angular avec un A en minuscule. Donc, ça va être tout en minuscule. Ou bien, si on souhaite l'afficher tout en majuscule, donc on peut le faire. Ici, la variable nom, elle a gardé sa réelle valeur. Et son affichage est différent. D'accord? Voilà, donc si on ensuite souhaite afficher le message avec le title case, donc ça peut être écrit avec la première lettre de chaque mot en majuscule, d'accord? Si on souhaite afficher
une partie d'une chaîne de caractères, d'accord? Donc on peut utiliser slice pour afficher une partie de la chaîne de caractères. On peut afficher l'objet sous le format JSON, d'accord? On peut agir sur les nombres, comme on a dit, d'accord? On peut utiliser l'affichage en pourcentage ou bien en une écriture monétique, d'accord? Donc si on a 0,25 ici, on souhaite afficher, c'est une valeur monétique, on peut ajouter on ajoute le pipe currency, donc pour que ça soit affiché. Donc on peut changer aussi l'affichage de la currency. Donc ici par défaut c'est $, ça a changé à euros, d'accord? La date, c'est une date standard, donc new date, c'est la date comme ça, standard. Si on souhaite afficher la date dans le format short, on utilise date de point short, ce pipe-là. Donc short date, ça permet d'afficher juste la date, c'est tout. Short time, ainsi de suite. Donc ce sont différents pipes prédéfinis dans Angular, d'accord? Donc voilà. Donc, juste avant d'oublier, je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez trouver les pipes. D'accord? Donc, reference, API reference. Je dois chercher un carrière. Voilà. Donc, pipes. Voilà, c'est pas ça. Pipe API documentation. Voilà. Donc ici, on a les différentes pipes. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. API reference. Je crois qu'il y a un filtre ici. Hein. Voilà. Voilà. Merci Bassem. Bassem بعث le lien يدور لي طول. Et normalement on est dans la même page. Voilà. Donc ici, je crois que... Et voilà, يعطيك الصحة بسام هذا وعلاش اللوج. Donc ici vous avez le currency pipe, decimal pipe, donc les différentes définitions des pipes. Donc ici, par exemple, uppercase pipe, date, par exemple ceux de date. Donc on peut écrire de cette façon-là. Donc on a short, medium, long, full. Donc c'est tout ce qu'on peut avoir sur les dates. Donc bien sûr ici avec le principe d'utilisation, d'accord. Donc le bar date avec entre crochets c'est optionnel. Donc le format, on peut utiliser time zone, local, ainsi de suite. Donc tout ceci peut être utilisé pour mettre en forme les dates. Voilà, donc le currency par exemple, c'est pour afficher une valeur monétique, d'accord? Donc ici vous avez l'output de certains, donc ici par exemple currency par défaut ça va afficher $, currency CID c'est Canadian dollar, donc ça va être affiché ainsi, d'accord? Donc voilà, donc ce sont des exemples que vous pouvez vous inspirer, qui peuvent vous inspirer pour travailler avec les pipes. D'accord? Et bien sûr, vous pouvez créer vos propres pipes. Hein, d'accord? Donc, si vous allez sur Component, Directive, Pipes, voilà. Donc, creating pipes. Là, vous trouverez donc Creating Pipes for Custom Data Transformation. D'accord? Donc, vous pouvez créer des pipes personnalisés, voilà. Donc, pour pouvoir les utiliser dans vos applications. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça les pipes. D'accord?
Ben, donc, merci encore une fois, Bassem, sur le lien. Donc, j'aime pas trop De rien. la documentation en Angular. نحسها مفرعشة شوية. On passe les directives. Donc, on va essayer de faire vite pour pouvoir essayer de mettre en pratique les قاعدين نشوفوا فيه تو. Donc, les directives, en fait, c'est quoi? Donc, qu'est-ce qu'on va voir pour comprendre les directives? On va voir le principe, bien sûr, de base que l'ADA. Donc, les différentes directives qu'il existe dans Angular, le ngIf, le ngSwitch et le ngFor. Donc, ce sont les principales directives structurelles. Donc, on va voir avec cette présentation-là. Donc, bien sûr, les directives, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, ce sont des instructions qu'on utilise pour agir sur le DOM, pour modifier le DOM ou bien faire l'affichage d'une partie ou bien supprimer une partie ou bien répéter une partie. Donc, c'est ça, en fait, les directives. Donc, ce sont des instructions qui nous permettent de modifier le contenu ou bien de manipuler tout simplement le DOM, d'accord? Donc voilà, donc c'est un peu dans ce sens-là, donc modifier l'apparence, le comportement et la présentation des différentes parties du DOM. Donc on a deux grandes familles de directives, d'accord? Donc la première famille, c'est structural directives, ou bien les directives structurelles, ou bien les directives de structure, d'accord? Et la deuxième famille, c'est l'attribute directives, d'accord? Donc, on a vu un exemple d'attribute directive, le ngModel. Donc, ngModel, c'est une directive qui permet de faire le two-ways binding, d'accord? La première famille, donc structural directive, donc c'est ce qu'on appelle les directives structurelles, si on veut. Et comment on détecte que c'est une structural directive? On la détecte grâce au signe étoile. Donc, si on trouve dans le template quelque chose qui est précédé par une étoile, on peut détecter automatiquement que c'est une structural directive. D'accord? Donc, c'est utilisé pour manipuler et changer la structure des DOM. D'accord? On va voir principalement trois structural directives. D'accord? On a le ngIf. D'accord? Donc, la première structural directive. Donc, c'est un if. D'accord? Qui permet de juger est-ce qu'on va ajouter ou bien supprimer un élément du DOM. D'accord? Donc, quand on dit un élément du DOM, c'est-à-dire une partie dans l'affichage. D'accord? Donc, sur quelle base on va décider si on va ajouter ou bien supprimer cet élément? Bien sûr, selon l'évaluation d'une condition. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on juge est-ce que cette partie, elle va être affichée ou non. D'accord? Est-ce qu'elle va être ajoutée au DOM ou non. D'accord? C'est pas affiché ou caché, c'est plutôt ajouté ou bien non. D'accord? Donc, affiché ou bien caché, c'est-à-dire que l'élément existe dans le DOM et on va jouer sur son display. Par contre, le ngIf, il va jouer sur est-ce qu'on va ajouter l'élément au DOM ou non. C'est-à-dire l'élément, si le ngIf est false, l'élément, il ne sera pas intégré dans le DOM carrément. D'accord? Donc, c'est un peu ça le ngIf. Donc, le ngSwitch, donc c'est très semblable au switch qu'on connaît dans les structures de données. Donc, c'est-à-dire, il va nous permettre de choisir si on va afficher un élément ou bien un autre dans une liste. Donc, on a une liste de possibilités et on va choisir une de ces possibilités-là, bien sûr, suite à une évaluation d'une condition. D'accord? On prend une condition et on va voir, selon la valeur qu'elle va donner l'évaluation de cette condition-là, on va afficher une partie ou bien une autre partie, d'accord? Bien sûr, avec une liste de possibilités prédéfinies. Et finalement, le ngFor, donc il permet de faire une répétition, de faire une boucle sur une partie du template. Donc, si on a une partie du template qui va être affichée plusieurs fois, d'accord, et bien sûr, ça va être lié avec une liste qui permet de faire des itérations, c'est-à-dire par exemple un tableau ou bien un truc comme ça. Donc, on peut utiliser le ngFor pour faire une boucle sur le tableau et répéter l'affichage au niveau du DOM. Donc, c'est principalement les trois structural directives
utilisé avec Angular. Donc, on va voir l'autre partie, l'attribute directives, d'accord? Donc, c'est toujours, on agit sur les éléments du DOM, les propriétés, et ainsi de suite. Donc, la première attribute directive, c'est ngClass, d'accord? Donc, ngClass, elle permet d'ajouter ou bien de supprimer un ensemble de classes CSS, d'accord? Donc, si on a des classes CSS qu'on a préparées au niveau de notre code CSS, et on peut agir sur est-ce que l'élément il va recevoir ces classes ou non. Bien sûr, ça va dépendre du code, d'accord? Donc, selon le code TypeScript qu'on écrit, le template, cette partie du template, elle va recevoir ces classes ou bien non, d'accord? Donc, c'est ça l'attribute directive. Donc, le ngStyle, le deuxième attribute directive, il permet de définir un style et de décider si ce style, d'accord, va être appliqué ou bien non sur un élément, bien sûr, suite à une condition, d'accord, ou bien à l'évaluation d'une variable. Et finalement, le ngModel, donc on l'a vu déjà, le ngModel dans le two-ways binding, comment il nous permet de faire la liaison entre le template et la classe TypeScript dans les deux sens, d'accord? Donc l'échange, il se fait dans les deux sens. Donc le ngModel qu'on a utilisé dans le two-ways binding, c'est une directive parmi les attributes directives qu'on trouve dans Angular. Voilà, donc c'est un peu ça, les attributes et structural directive. Donc, on va se concentrer sur structural directive, d'accord? On va voir le ngIf, la syntaxe de ngIf, d'accord? Le ngIf, c'est bien sûr, c'est une structural directive, ça doit commencer par une étoile. Ici, étoile suivi du nom de la structural directive. Ici, c'est ngIf. Donc, et server created ici, c'est une variable, d'accord, qui va nous donner une valeur booléenne, d'accord. Donc, on a dit que le ngIf, il va nous permettre de décider si cette partie du DOM, elle sera intégrée ou non, suite à l'évaluation d'une condition. Donc ici, server created, c'est une variable qui permet de faire un test booléen. Si ça donne true, tout le paragraphe que vous êtes en train de voir, il va être affiché. Et si ça donne false, tout ce paragraphe-là, il ne sera pas ajouté au DOM, donc par conséquent, il ne sera pas affiché. D'accord? Donc c'est un peu ça l'utilisation du if, d'accord? Donc ngIf, donc selon l'évaluation d'une condition, ce paragraphe, il va être affiché ou non, d'accord? On peut ajouter du else, d'accord? Donc on peut ajouter avec le ngIf, donc après la condition, on peut ajouter point virgule, d'accord? Juste le pointeur. Donc après la condition, on peut ajouter après le point virgule et else no server. Donc c'est-à-dire si c'est true, on va faire l'affichage de ceci. Et si c'est false, on va passer au else. Donc le else, il utilise no server. No server, c'est le marqueur ici du template. D'accord? Donc cette partie-là du template, donc ngTemplate avec le marqueur no server, elle va être affichée dans un seul cas, c'est-à-dire le cas où server created donne false. D'accord? Donc, lorsque ça donne false, on va aller au else. Donc, ça va être soit le P qui va être, ce P-là qui va être affiché, soit ce P-là qui va être affiché. D'accord? Et ça va dépendre du server created. D'accord? On peut utiliser la syntaxe du then. D'accord? Ça existe. Donc, l'exemple précédent, on peut utiliser le then. Donc, ici, l'évaluation de la condition, si ça donne true, then, le then block, il sera affiché. Et si ça donne false, le else block, il sera affiché. D'accord? Donc, vous voyez ces deux blocs-là, le then block et le else block. Un seul des deux, il sera affiché selon la valeur du display name. Si ça donne true, donc le then block, il sera affiché. Et si ça donne false, le else block, il sera affiché. Voilà. Donc, ensuite, on a le ngSwitch. Donc, le ngSwitch, donc on suppose qu'on a une variable qui contient la valeur red et on va décider si on va afficher une telle ou bien une telle phrase selon la valeur de la variable. Donc, on va faire un switch sur la variable color,
D'accord? Donc ici, le switch se fait sur la variable color. Dans le cas où le valeur color c'est red, ce div il sera affiché. Si c'est blue, ce div il sera affiché. Et si c'est green, ce div il sera affiché. Si la valeur de la variable color n'est ni red, ni blue, ni green, ça va être pick again, donc ce bloc-là qui va être affiché. D'accord? Donc je suppose que c'est pas assez difficile. Hein? Monsieur, Oui. monsieur, juste الديابو اللي قبله نتاع الان جي اف أي اي هذا مسيو نورمالمون معناتها الفيرميتور نتاع الديف الاولى اللي هي فيها ان جي اف ديسبلاي نيم ذن أي بلوك else بلوك ديف هيك هذيك نورمالمون تسكر غادي ولا تحت الان جي تومبليت؟ juste je dois vérifier. La présentation, je l'ai fait avec la version 8 du Angular. Peut-être ça a changé. انت juste متأكد ولا juste تسأل يعني؟ نو نو جست سؤال نورمالمون مسيو نورمالمون معناتها تتسكر تحت الان جي C'est تومبليت pas grave, on سينون vérifie. معناتها Et ça peut être داكور une erreur, ouais. Ça peut être une erreur. On vérifie, c'est pas grave. بالعكس يعطيك الصحة داكور اللي donc template, c'est pas template, c'est plutôt directives. Built-in directives. Le ngif. Honnêtement, شو اسمه la documentation est très mal organisée. ماهيش واضحه مسيو Surtout أنا مسيو oui. نورمالمون كلام بسام صحيح، على خاطر احنا عندنا كونديسيون ان جي اف، انت كي تابليك الكونديسيون هذيك ال زي ولا ذال معناتها، وبعد انت باش تحل التومبليت مع حسيلون الكونديسيون باش تابليكي على التومبليت ومن بعد اي ما قلتلوش لا يا انا جست ناكد لك انه هو معناها نصور كلام صحيح اون فيريفي. ما فماش ساعات فما حاجات يعملوهم ما فيهم حتى لوجيك. اوكي. How est-ce que vous voyez avec moi? Est-ce que vous êtes en train de voir mon écran? وي مسيو Voilà, le div il se ferme ici. Hein. داكور Voilà, donc c'est ça le... مسيو مسيو معناتها تتسكر غادي ومن بعد سيلون الكونديسيون تاع الايف الانتيغريت اوتوماتيكمون البلوك تو البلوك دو ان جي Voilà, donc كومبليت c'est un bloc qu'il sera affiché. D'accord? D'accord. Ici, déjà, si vous remarquez, à l'intérieur du div, ce qu'on écrit ici à l'intérieur du div, il va être ignoré. Donc, ils ont écrit this is ignored. Donc, ce qu'on est en train d'écrire à l'intérieur du div, il va être automatiquement ignoré. C'est-à-dire la fermeture de div, Il va remplacer par ça n'a aucune importance pour eux. Le plus important, c'est l'évaluation de la condition. Est-ce qu'il va afficher le then block ou bien le else block? D'accord. D'accord. Donc voilà. Il se peut كنت نجم تكون عندك الحق بسام. Honnêtement, j'ai pas fait attention à ce détail. Mais puisque عملته ça fait 2 ans, donc j'ai D'accord. peut-être قلت راه تبدلوا هذا. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à donner des remarques de ce genre parce que je peux me tromper. Alors, je suis pas le prophète pour ne pas me tromper. Donc, essayez de vous interagir dans ce sens. Donc, voilà. Donc, est-ce que c'est clair pour le NG Switch? Oui, monsieur. Voilà. Donc, il reste le NG4, d'accord? Donc, le NG4, c'est, on va se baser sur un tableau, d'accord? Donc, بربي لحظة مادامني متذكر avant d'oublier. Donc, هذا on doit lui ajouter une animation. Et ça va être normalement ici.
Voilà, donc je m'excuse, je dois changer sur place parce que je risque d'oublier de le faire après. Voilà, donc ici on suppose qu'on a un tableau, d'accord, qui contient 4 valeurs et avec le ngFor, on va faire une loop, une boucle sur ce tableau colors. Donc comme vous voyez ici, donc il y a une boucle ngFor sur le colors. Donc à chaque fois, on va prendre une couleur et on va tout simplement l'afficher. Donc ça permet d'afficher ce H2, donc ce div là, tout ce div là, il va être affiché autant de fois qu'on a de couleurs dans le tableau. D'accord? Donc ici, on va voir un H2 red, blue, green. Donc on va faire une répétition donc, sur ce bloc-là, ce bloc de template. Voilà. On peut aussi accéder à l'index. Donc si on souhaite accéder à l'index lors de la boucle, on peut ajouter dans le ngFor, point virgule, index as i, et comme ça, on a le i comme étant un index qu'on peut l'utiliser dans l'affichage. Donc par exemple, dans cet exemple-là, on est en train d'afficher l'index avant la couleur. D'accord? Donc on trouve que c'est 0, 1, 2, bien sûr 3, les index des éléments du tableau. Et finalement, bon, c'est le même exemple, juste on a intégré le property binding. Hein. Donc vous voyez ici une propriété style.color qui va dépendre de la contenu de la variable c. Et vous remarquez ici que la couleur de l'élément, donc c'est la couleur de l'élément, elle a changé suite à chaque fois qu'on a changé la valeur de la variable c. D'accord? Donc c'est un peu ça les directives. Donc je souhaite un peu avancer sur le projet. J'ai pas réussi à le faire avec l'autre groupe parce qu'ils sont venus très en retard. On a commencé vers 8h30 ou même après. Donc je vais essayer de me lancer un peu sur le projet pour essayer de faire mettre en pratique un peu ce qu'on a fait. Donc ici le about, je vais le garder juste pour laisser la trace. Donc au niveau du home component, donc c'est le component qui sera affiché par défaut. On peut par exemple, donc juste je vais faire quelques manips et vous m'arrêtez s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ben, donc tout d'abord je vais tout fermer pour que ce soit clair devant moi. Donc src app, donc le home component, le voilà. Donc au niveau de notre home component, d'accord. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'intégrer un slider, d'accord. Donc on a supposé que c'est un site pour par exemple vendre les téléphones portables, d'accord. Donc je vais intégrer un simple template au niveau du home component, d'accord. Donc certainement vous avez des templates que vous souhaitez intégrer. Donc ce template, c'est un template d'un carrousel Bootstrap, d'accord, et qui permet d'afficher. Donc il permet d'afficher un carrousel avec des images, d'accord. Donc ce que je vais faire, donc ici on est en train d'afficher un carrousel avec 3 images. Donc, comme vous remarquez ici, donc une première image ici, donc soi-disant on va avoir des soldes, juste pour vous montrer comment on va agencer le projet. Donc ici, on doit intégrer, comme vous voyez, les images dans le dossier Assets, dans un dossier qui s'appelle Carousel. On est censé trouver une image qui s'appelle Soldes d'hiver 2020, une autre image qui s'appelle machin, et une troisième image qui s'appelle Soldes smartphone. D'accord? Donc ici, on doit trouver dans Assets un dossier qui s'appelle Carousel, dans lequel on doit trouver ces 3 images-là. D'accord? Donc ici, je vais copier et coller ce dossier-là. D'accord? Donc ici, on a dans Assets un dossier qui s'appelle Carousel qui contient ces 3 images-là. D'accord? Donc maintenant, si on revient sur notre Home Component, d'accord, on peut trouver
qu'on a le carrousel qu'on est en train qu'on vient de créer. D'accord? C'est juste un exemple pour vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire ici. Donc, voilà, donc c'est le home component. D'accord? Donc, home, about et contact. Donc, ça, on va garder le about et le contact tels qu'ils sont. Maintenant, on va essayer de créer un nouveau module, donc qui va nous permettre de gérer notre boutique, d'accord? Donc ici c'est le home component, ça va être un component partagé pour toute l'application. On va créer un nouveau module, d'accord? Dans ce module-là, ça va nous permettre de gérer notre boutique, d'accord? Donc, pour afficher les produits, afficher les détails de produits, ainsi de suite, d'accord? Ce que je vais faire, c'est je vais créer un nouveau module. Donc, ça va être ng generate module, d'accord? Donc, on a vu la dernière fois qu'on doit préciser le nom du chemin. Donc, ça va être store, par exemple. D'accord? Et -m, on donne le nom du module qui déclare ce module-là. Donc, ça va être le module app. D'accord? Pour que on déclare le module qu'on souhaite créer dans le module app. Donc, et le nom de notre module, ça va être store. D'accord? Donc, on va créer un nouveau module qui s'appelle store et il va être ajouté automatiquement dans app. Donc, ici, on trouve notre module store, d'accord? Donc store est là avec le routing prêt déjà, et dans app module on trouve que il a créé un lien lazy loading pour le module directement, d'accord? Donc juste après ceci, on va aller à notre top bar, si vous vous rappelez. Donc dans le top bar, comment on a l'appelé? Navbar, voilà. Donc dans le navbar, on va créer un lien pour ce module-là. D'accord? Donc si vous vous rappelez, on a créé maintenant, bien sûr, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous m'arrêtez tout de suite. Hein. Donc dans le app module, le chemin c'était store. D'accord? Donc on va créer un lien pour ce chemin-là dans le navbar. Donc on va aller à navbar. D'accord? Et juste avant le about, donc c'est un peu plus important que le about, donc on va ajouter store, un link pour le store, pour notre boutique. Voilà. Donc voilà, vous voyez ici que le store, le lien est créé. Donc si je clique, il va m'amener automatiquement Storeworks. Donc Storeworks c'est quoi? C'est donc en fait le /store, il va me mener vers le module store, d'accord? Si je vais vers le module store, je trouve que le lien par défaut dans le store, il affiche le store component. Donc ce que je suis en train de faire, de voir, c'est le Storeworks du store component, d'accord? Le module, le component de base dans le module store. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire dans le store component? Donc je vais afficher la liste de produits, d'accord? Donc je vais écrire par exemple h1 liste des produits, ou bien product list, c'est mieux, product list. Donc je vérifie que ça change. Voilà, donc product list. Donc, d'où est-ce que je vais sortir la liste des produits? J'ai pas une base de données, je peux pas le faire. Donc, c'est ce que normalement vous êtes en train de vous demander. Donc, on va créer un fichier TypeScript, d'accord? Et on va utiliser ce fichier TypeScript pour remplacer la base de données, d'accord? Donc, au niveau de notre dossier app, donc, je vais créer un new file, donc qui s'appelle stock.ts.
d'accord? Donc c'est un fichier TypeScript, d'accord, dans lequel je vais créer un ensemble de données pour tester mon application. Donc, vous ne devez pas attendre jusqu'à ce qu'on voit le backend pour tester votre application. Vous pouvez le faire avec des choses simples comme ceci, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais écrire dans ceci? Donc, je vais exporter une constante qui s'appelle products, d'accord? Et qu'est-ce qu'elle contient, cette constante-là? Pardon, égale. Donc, qu'est-ce qu'elle contient, cette constante-là? Elle contient un tableau, d'accord? Donc, ce tableau-là, il va contenir une liste d'objets, d'accord? Une liste d'objets JavaScript dans lesquels on définit des produits. Donc, on a le product name, d'accord? À chaque fois, on a le product name, le price, l'image, d'accord? L'image du téléphone et une description. Donc, la description, comme vous remarquez, parfois, c'est vide, on n'a pas une description du produit, d'accord? Donc, c'est un peu ça ce qu'on va faire, d'accord? Voilà. C'est clair jusqu'ici? Oui, c'est clair. Voilà, donc on a un tableau qui contient des objets. Donc, on va utiliser ce tableau-là comme remplacement de la base de données pour pouvoir créer notre application front. D'accord? Après, lorsque l'application elle sera prête et tout va bien, on va définir des API et remplacer l'appel de ce fichier-là par l'appel des API. D'accord? Voilà, mais la partie affichage, elle va être la même. D'accord? On ne va pas refaire la partie d'affichage, ça va être la même. Juste la source de données, on va changer la source des données. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller dans le component du store. D'accord? On va aller dans le component du store, ici, et on va importer le tableau des produits. D'accord? Donc, on va dire ici que je vais importer depuis le fichier stock, je vais importer products. D'accord? Donc, si vous vous rappelez, j'ai nommé le fichier stock.ts, d'accord? Et j'ai nommé le tableau que j'ai exporté products. Donc, c'est pour cela que j'ai importé les products depuis le fichier stock. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va déclarer une propriété ou bien une variable de la classe. Donc, on va dire que c'est par exemple product list. D'accord? Donc, elle va avoir comme valeur le tableau de products qu'on a importé depuis le stock. C'est bon? Donc, maintenant, à l'intérieur de notre component, on va utiliser product list. Qu'est-ce qu'elle a comme valeur product list? C'est exactement les valeurs que contiennent le tableau product qui a été déclaré dans le fichier stock. Est-ce que vous voyez un peu? Oui, c'est bon, monsieur. Voilà, donc, qu'est-ce que les autres, est-ce que c'est bon? Vous êtes en train de suivre? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ben, s'il vous plaît, arrêtez-moi dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Hein? Ben, donc, ici, qu'est-ce qu'on dispose maintenant? On dispose d'une variable product list qui contient une liste de produits. D'accord? Donc, on va aller à notre template. D'accord? Donc, store component. D'accord? Et on va afficher la liste des produits. D'accord? Donc, on va créer un div. Div avec une classe row. D'accord? Dans ce div-là, on va utiliser le call md de Bootstrap. D'accord? Donc, et on va faire une boucle for. D'accord? Donc, je vais lui dire ng-for. Donc, je vais faire une boucle sur quoi? Sur le tableau
product list. Exactement, يعطيك ça. Donc sur le product list, donc je vais faire une boucle sur product list. Je vais dire let product of In voilà in. Donc product list, d'accord? Let product of product list, d'accord? Et à chaque fois, je vais faire un test très simple, hein. Donc je vais faire paragraphe, donc product. Donc product, c'est la variable que j'ai déclarée ici, qu'il va faire la boucle à l'intérieur du tableau. Et je vais afficher à chaque fois le product name. Donc à chaque fois, elle va me donner un produit. Donc je vais afficher le product name de ce produit-là. Donc d'où est-ce que j'ai sorti le product name? Elle est définie ici au niveau du tableau. D'accord? Donc le product name. C'est bon? Oui, c'est bon. Product name. Monsieur ناقص les accolades, monsieur. Ah oui. Begin on Merci add. bien, oui. Donc string interpolation. Voilà. Donc comme ça, j'ai les noms des téléphones qui sont affichés depuis, non pas une base de données, mais depuis un simple fichier que j'ai créé. D'accord? Donc, est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Vous ne devez pas vous arrêter parce que vous n'avez pas vu le back-end. On peut créer un simple fichier qui contient des données. Donc, chacun d'entre vous qui est en train de manipuler un module, il peut créer un simple fichier, un tableau d'objets, d'accord? Et l'ajouter dans son projet de cette façon-là. Et il peut créer son application avec un simple tableau d'objets comme j'ai fait maintenant. D'accord? Ben, donc, on continue. Donc, bien sûr, on ne va pas afficher une paragraphe, mais plutôt, on va utiliser le card, si vous connaissez le card de Bootstrap. D'accord? Donc, on va utiliser un card. On va faire un peu d'espace. Donc, by one. Voilà. Donc, le card. Je crois qu'il ne va pas être bien affiché, on va le remplacer après. Donc on va commencer par IMG. Donc le SRC de l'IMG, ça va être assets slash IMG slash et on doit fournir le nom de l'image du produit. Donc ici dans le stock, on a pour chaque produit le nom de son image, d'accord? iPhone.png, iPhoneX.jpg. Donc le nom de l'image, il est stocké au niveau de la propriété image. Donc je vais dire ici, je vais utiliser string interpolation, encore une fois, pour dire que je vais mettre ici le product.image. D'accord? Donc le product.image. Donc ici, juste je vais rajouter la classe card IMG top, voilà. Donc si je reviens, ouais, voilà, il n'arrive pas à afficher les images tout simplement parce que j'ai pas encore importé d'image. Donc je vais importer un dossier. Vous allez trouver tout ceci après dans le Git, hein. Donc je vais coller. Non, j'ai pas copy and paste. Voilà, donc ici j'ai un dossier d'images qui contient les différentes images des téléphones et chaque image avec son nom bien sûr qui est mentionné ici. Donc si on revient maintenant, on peut trouver qu'on est en train d'afficher la liste des images. D'accord? Donc ici on va ajouter un peu de style. Donc style, on va essayer de jouer sur le width. On va mettre par exemple 18 rem et le height ça va être par exemple 34 rem pour qu'on ait une largeur et une hauteur exacte pour les
pour tous les blocs. Voilà. C'est 20 rem et هيك donc ici on va rajouter classe MD4. On va ajouter un peu d'espace, donc by 3 pour séparer les éléments. Voilà, donc ici cet espace là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Donc on peut ajouter par exemple dans le alt ici, donc le texte alternatif, on peut ajouter product name, hein? Product name, donc ça va être le texte alternatif des images. Donc ensuite, après l'image, on va créer un div avec card body. D'accord? Donc dans ce div là, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher h5 par exemple, dans laquelle on affiche le nom du le nom produit. du produit, exactement. Donc je vais prendre ce que j'ai écrit ici et je vais le coller ici. Ah, double collade. Voilà. Store. Il y a un problème. Je dois arrêter le serveur et relancer. Donc, vous voyez ici, vous devez voir le serveur, est-ce qu'il fonctionne correctement ou non, si ça ne charge pas correctement. Donc, en attendant qu'il lance le serveur, je vais essayer d'ajouter quelque chose à card h5. Donc le h5, ça va être classe card title. Voilà, donc le product list, c'est bon, on est en train d'afficher l'image et le nom du produit. Ben, donc on va afficher ensuite sous le nom un paragraphe avec le classe card text, je crois. Voilà, donc card text. Donc dans le card text, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher la description, d'accord? Donc on va avoir un span avec les classes. Monsieur, oui. Monsieur, on peut ajouter le ngif ici. Tester si il y a une description, on affiche, sinon on n'affiche pas. Exactement, c'est ce que j'avais l'intention de faire. Mais je fais tout l'affichage avant, on va D'accord. c'est exactement là, ça ce que j'avais l'intention de faire. Donc, là, on va afficher le product, okay. Product.description. Donc, bien sûr, description, product name et image, bien sûr, ce sont les attributs que je suis en train de sortir d'ici. Hein. Voilà, donc description. Donc voilà, vous voyez qu'on a la description ici du 1. Donc vous remarquez que la description, elle dépasse l'affichage. On va voir comment la corriger. Hein. D'accord? Donc juste, je vais construire le template. Hein. On peut ajouter après un bouton à la fin, donc pour on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc juste, je veux revenir sur la remarque de Bassem tout de suite. Donc on a dit tout à l'heure que la description, parfois, elle n'existe pas. D'accord? Pour certains produits, on n'a pas de description, comme par exemple pour ce produit-là, ou bien celui de la fin. Donc on n'a pas de description. Donc ça n'a pas de sens d'afficher description et ne pas si ça n'a pas de contenu. Donc ce qu'on va faire maintenant, comme a dit Bassem exactement, c'est qu'on va ajouter un if sur la description, d'accord? Donc c'est-à-dire ce paragraphe-là, ce card
de texte, on va le lier avec un if, d'accord? Donc, on va ajouter ng if, d'accord? Donc, on va dire que ça va dépendre de quoi? Donc, on doit donner quelque chose de booléen, d'accord? Donc, on va donner directement le product description, d'accord? Donc, comment il va faire l'évaluation? Si le product description, elle existe, il va l'afficher, sinon, il ne va pas l'afficher. Voilà, donc vous remarquez ici qu'il n'y a pas le mot description qui est statique, il n'est même pas affiché. D'accord? Donc vous remarquez ici, description c'est statique et tout le reste c'est dynamique. Donc ici, s'il n'y a pas de description, on ne l'affiche pas grâce au ngIf. Donc ici, on peut limiter l'affichage. Donc vous remarquez ici que la description, elle dépasse. Donc on ne met pas une description complète du produit dans cette page-là. Donc qu'est-ce qu'on est censé faire ici? Qui peut nous donner une astuce? نعملوا بوطون فيه ديتاي monsieur. Ben, et pour Désolé. limiter l'affichage, c'est vrai, on va faire un bouton pour le détail, mais pour limiter l'affichage, je ne veux pas faire... Les pipes, monsieur. Utilise les pipes. Très bien, donc on a vu tout à l'heure qu'on peut utiliser les pipes, d'accord? Donc ici, pour la description, je peux ajouter un pipe, d'accord? Je peux faire slice, par exemple. Donc j'affiche, par exemple, les 20 premiers caractères. D'accord? Donc 0 à 20, ça m'affiche les 20 premiers caractères. Donc ici, vous remarquez qu'il va uniquement afficher quelques caractères. Donc 20, c'est trop peu. On peut mettre par exemple 50, les 50 premiers caractères. Voilà. Donc, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 50 caractères? On peut ajouter par exemple à la fin 3 points. Donc comme ça, l'utilisateur, il va savoir qu'il y a plus de détails, d'accord, sur la description, mais c'est pas la description complète, d'accord. Voilà, donc c'est une utilisation du pipe, d'accord. On a modifié l'affichage de la description, mais la description réellement, elle a gardé sa propre valeur. C'est juste l'affichage qui a été manipulé, d'accord. Voilà, donc شفنا le ng4, le ngIf, string interpolation. On va voir par exemple le property binding, d'accord? Donc property binding, on peut utiliser par exemple sur le product name, on peut ajouter un title par exemple. Donc sur ce h5 là, on peut par exemple ajouter l'attribut title. Donc l'attribut title, more details par exemple. About this. D'accord? Donc, l'attribut title, il va afficher more details about this. D'accord? Donc, ici, si je mets le curseur de la souris sur le titre, il va me sortir une bulle d'infos qui dit more details about this. D'accord? Donc, maintenant, si je veux rendre cet attribut-là dynamique, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je peux le mettre tout d'abord entre crochets, d'accord? Donc, ceci, c'est statique, je le mets entre cotes, d'accord? Et qu'est-ce que je lui rajoute? Je concatène, donc au lieu de this, donc je concatène le nom du produit, par exemple. Donc, product.productName, d'accord? Donc, maintenant, si je reviens à mon application, au lieu de this, il m'affiche le nom du produit, d'accord? Dynamique. Donc, à chaque fois que je change, il m'affiche more detail about le nom du produit. Donc, comme ça, j'ai rendu la propriété, donc c'est une propriété dynamique, donc property binding, ça dépend du nom du produit. Donc l'affichage du titre, du title, il va dépendre du nom du produit, donc c'est dynamique, ça change avec le nom du produit. Voilà, donc quoi d'autre? Description, c'est bon, ngIf, détail. Ben, on attaque la partie détail vite fait, voilà. On n'a plus de temps. Donc on l'attaque vite fait. Hein. Donc P, on va ajouter un bouton, d'accord. Donc on va ajouter un A avec btn, btn primary.
d'accord? Donc, pas de href, mais plutôt router link, d'accord? Donc, router link, ici, ça va être un router link un peu spécial. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Donc, router link. Donc, ici, à l'intérieur du bouton, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire details. D'accord? Comme ça, on a un bouton pour afficher les détails. Ben, donc, le router link ici, qu'est-ce qu'on est supposé faire? On est supposé, lorsque je clique par exemple sur ce bouton-là, je suis censé afficher les détails de ce téléphone-là. D'accord? Donc, c'est-à-dire, il y a un paramètre que je dois faire passer avec le router link pour qu'il peut récupérer l'ID et chercher le téléphone avec l'ID. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais mettre router link entre crochets pour dire qu'il va contenir un tableau de variables, d'accord? Donc, et à l'intérieur du double accolade, je vais créer un tableau, d'accord? Dans lequel, comme premier paramètre, je vais donner le chemin, d'accord? Je vais dire que si je vais aller sur store, qui est le chemin de mon module, d'accord? Et puis, product details, par exemple. Product name. Product details, c'est la suite du chemin. Donc, en plus de ça, je vais lui fournir un identifiant, d'accord? Donc, comme deuxième paramètre, je vais fournir ici le product name. ID, d'accord? D'où est-ce que je vais sortir le product ID? Donc, je peux utiliser, si vous voulez, si vous vous rappelez, index plutôt, index as, d'accord, product ID. Donc, ce product ID là, c'est-à-dire l'index, je vais l'utiliser, d'accord, comme paramètre avec le route, avec le route product details. C'est bon jusqu'ici? Oui, c'est bon. Donc, maintenant, lorsque je clique sur le bouton en détail, il va m'amener sur ce chemin-là avec l'ID du produit. Donc, je vais tester tout de suite. Donc, si je clique sur ce téléphone-là, il est le troisième dans la liste, donc son ID c'est 2. Hein? Donc, si je clique, il va m'amener à store/product detail /2. Donc, vous pouvez remarquer que je peux récupérer l'ID, d'accord, dans l'URL. D'accord? Donc, si vous vous rappelez la dernière fois, on a vu une façon pour récupérer l'ID depuis l'URL. Et je vous ai dit qu'on va revenir sur un exemple. Si vous vous rappelez, c'était le dernier slide de la présentation du routing de la semaine dernière. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va, bien sûr, ici, il me sort 404. Pourquoi? Parce que on n'a pas défini ce genre de chemin-là. D'accord? Donc, ce chemin-là, il fait partie de la partie store. Donc, vous vous rappelez que /store, c'est le chemin du module. Donc, product details, la suite, je dois la définir au niveau du store. D'accord? Est-ce que vous comprenez maintenant comment on manipule les modules à l'intérieur, hein? Donc, ici, ce chemin-là, on ne va pas le créer dans le app module. Parce que le app module, il m'oriente déjà vers le store. D'accord? Il me reste juste cette partie-là. D'accord? Donc, je vais sur le store module. D'accord? Donc, je vais copier ceci pour éviter que je répète toute son écriture. Donc, je vais vers le store module. Donc, on a un système de routing ici. Donc, je vais ajouter, donc je vais faire un carré. Donc, le chemin que je vais utiliser, c'est le chemin product detail. C'est ça ou non? Ici, ce n'est pas un 4, parce que ça va varier. Ça va varier d'un produit à un autre. Donc, c'est une variable. Comment je vais lui indiquer que c'est une variable? Je mets 2 points et je donne le nom de la variable. C'est un ID. Donc, comme ça, il sait que sur ce chemin-là, il y a une variable qu'il va traiter. Donc, ce chemin-là, c'est un chemin qui est défini au niveau du store module. Donc, on sait que le système de routing dans le store module, c'est un système de routing pour un fils,
c'est pas pour le root, d'accord, for child, et on a dit c'est un module complémentaire, c'est-à-dire ce qu'on écrit ici dans les paths à l'intérieur de ce module-là, ils vont être complémentaires à ce qui est écrit dans le app module. Donc dans le app module, on dit que si on va vers le store module, on va avec ce chemin-là. D'accord? Donc normalement l'image ça se complète maintenant. C'est pour ça qu'on trouve store/product details. D'accord? C'est bon? Donc ici, il m'affiche le même component, tout simplement parce que je n'ai pas changé le nom du component. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un nouveau component, d'accord, dans lequel je vais afficher les détails. D'accord? Vous voulez qu'on s'arrête ici ou je continue et comme ça, on finit la partie détail, comme vous voulez. Hein? Si vous voulez que je m'arrête et on la continue la prochaine fois, ou on continue maintenant. Je finis ça une bonne fois. Très bien. Donc, je dois prendre votre avis pour être sur la même longueur d'onde. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais générer un component donc, qui s'appelle product details. D'accord? Donc, c'est un component qui va être créé à l'intérieur du dossier store. Donc, generate component store/product details. Donc, ce component, il va être déclaré à l'intérieur du module store. D'accord? Voilà. Donc, ici, il me crée le product details à l'intérieur du dossier store et à l'intérieur de app du store module, il importe le component detail product detail, d'accord, et il l'ajoute au tableau de déclaration, d'accord. Donc maintenant, je peux remplacer store component par product details component. C'est bon? Donc si je reviens à l'affichage, il va m'afficher ce cas. Lorsque je vais sur ce chemin, plutôt, il va m'afficher product details work, c'est-à-dire le component, il fonctionne très bien. Ben, donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant au niveau de notre product details? Donc, la première chose qu'on va faire, c'est récupérer l'ID qu'on voit sur l'URL. C'est ça ou non? Donc, pour pouvoir récupérer l'ID, donc, on va devoir importer. Donc, on va importer depuis le Angular Router un module qui s'appelle Activated Route. D'accord? Donc, Activated Route. Donc, cet Activated Route, on va l'injecter au niveau du constructeur du module. D'accord? Donc, je dis au niveau du constructeur, je vais déclarer private route, d'accord, de type Activated Route. D'accord? Donc, comme ça, j'ai instancié Activated Route dans une variable qui s'appelle route à l'intérieur du constructeur. Ben, donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va récupérer depuis la route active, active route, d'accord, les variables qui existent dans la route, d'accord. Donc, qui est bien sûr, si vous vous rappelez, on a parlé d'un ID. Donc, on va récupérer l'ID, cette variable-là. Ben, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va aller dans le ng on init. Donc, si vous vous rappelez, le ng on init, c'est ce qu'on appelle les hooks, d'accord? Donc, c'est une fonction qui permet de modifier le comportement. Lorsque le component, il va être initialisé, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais lui dire que lorsque le component, il va être initialisé, je dois récupérer l'ID qui existe dans l'URL, d'accord? Donc, je vais faire appel à this route, c'est-à-dire la variable que je viens de déclarer ici, et je vais utiliser une fonction, puisque c'est une instance de la classe ActivatedRoute, il y a des fonctions prédéfinies qui me permettent de récupérer cette URL. Donc la syntaxe est la suivante. Donc je vais mettre param_map, d'accord? Je vais faire un mapping sur les paramètres, et toujours on fait un subscribe sur les URL. Ben, ici, si bien sûr le contenu est dynamique. S'il y a un contenu dynamique, on met toujours subscribe.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va récupérer le paramètre, d'accord, qui a été écrit au niveau de l'URL. Comment on va le récupérer? J'ai oublié quelque chose. Avec le clé ID. Ici, le subscribe, on doit lui donner une fonction de callback. D'accord? Donc, ça va être une fonction row function. D'accord? Donc, cette écriture-là, c'est-à-dire que c'est une fonction row function, une fonction de callback, qui a comme paramètre cette fonction params et qui son contenu est le suivant. D'accord? Donc, ici, je vais prendre le params. D'accord? À l'intérieur des params, je peux récupérer l'ID. D'accord? Donc, ici, je peux faire tout simplement console.log du paramètre. D'accord? Donc, si j'arrive à afficher le paramètre dans la console, c'est bon, j'ai réussi à le faire. Donc, je vais vers la console. Undefined. Why? Ah oui, il a raison. Donc, params.getID. Voilà. Donc, ici, il m'affiche 4. Vous voyez? Donc, si je change, je mets 7, il va m'afficher 7. D'accord? Donc, j'ai réussi à récupérer l'ID, la variable plutôt qui a été passée dans l'URL dans mon code. D'accord? Donc, bien sûr, je ne vais pas faire un console.log, mais je vais plutôt récupérer cette ID-là pour chercher le produit que je suis en train de consulter ces détails. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire pour ceci? Donc, je vais importer tout d'abord la liste des produits qu'on a créés. Donc, import. Depuis, je ne sais pas trop où je suis. Voilà, donc le fichier stock, le tableau des products. D'accord? Donc, maintenant, si je fais juste 2 secondes, si je fais encore console.log au lieu de params getID, je vais chercher l'élément dans le tableau des produits ayant comme indice le paramètre que j'ai récupéré. Donc maintenant, il va m'afficher, voilà, le produit qui est d'indice 7. D'accord? Donc, si je change maintenant, il est en train de m'afficher le Galaxy S10. Si je change, par exemple, je mets 4, il va m'afficher le P30 Pro. D'accord? Vous voyez? Donc, j'ai récupéré depuis le tableau des produits le produit en question. D'accord? Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais déclarer une variable qui s'appelle product et dans laquelle je vais mettre ce produit-là. Donc, je vais dire this.product reçoit, d'accord? Donc, this.product reçoit, il y a une erreur, voilà. Donc, this.product reçoit le produit. Donc, si on fait console.log de this.product, il va m'afficher exactement la même chose, le produit. Voilà. Donc, le produit, c'est bon, je l'ai dans une variable. D'accord? Donc, comme ça, bien sûr, je peux afficher. Donc, je vais essayer d'aller un peu vite pour ne pas perdre aussi de temps. Donc, je vais aller dans le template. D'accord? Au lieu de voir Product Details Work, je vais afficher les informations de ce produit-là. D'accord? On va revenir à ça après. Et on va revenir à ça après. Ben, donc, si on... Voilà. Donc, details about le produit. Donc, son nom, c'est quoi? Son prix, c'est quoi? Sa description. Et si on souhaite l'ajouter à notre panier. D'accord? Et bien sûr, avec son image à la fin. Donc, ça, je pense que
comme ça, c'est donc, et à chaque fois, on change de produit. Voilà. Donc, si on va sur un autre produit, on nous affiche les détails de ce produit-là. Donc, bien sûr, ici, le TND que vous êtes en train de voir, on a utilisé le pipe currency, d'accord, avec TND. D'accord? C'est bon? C'est bon, monsieur. Oui, c'est Je bon, monsieur. pense que ça va vous aider énormément pour avancer sur les projets, ok? Oui, c'est bon. Donc, vous n'avez qu'à créer quelques fichiers TS comme j'ai fait maintenant. Donc, un fichier, par exemple, comme celui-là, stock.ts, c'est un tableau d'objets qui contient les informations et je peux faire mes tests, au moins l'affichage. D'accord? Au moins l'affichage de tous les produits, la modification. Donc, on peut le faire. C'est bon? Oui, monsieur. Donc, voilà. Donc, essayez d'ajouter ce qu'on a vu maintenant à vos projets. Donc, je vous lancerai un nouveau deadline pour essayer de voir, donc d'utiliser. On a vu string interpolation, on a vu le data property binding, two-way binding, le ngFor, le ngIf. Donc, tout ceci, vous pouvez le faire. Juste, le temps nous a pas laissé, on n'a pas trouvé assez de temps pour faire le event binding, hein. Mais j'avais l'intention de faire add to cart. Lorsque je clique sur ce bouton, il va m'ajouter ce produit-là dans le panier. Donc après, si je vais sur checkout, il va m'afficher la liste des produits que j'ai ajoutés à mon panier. D'accord? Mais pour le moment, je peux afficher la liste, je vais afficher les détails, donc je peux faire des conditions, je peux faire des boucles, ainsi de suite. Voilà. Donc je vous remercie encore une fois pour votre présence et votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des emails. C'est vrai, parfois je réponds en retard, mais je réponds quand même. Sinon, donc, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu Non, monsieur, jusqu'à ça va. Non, maintenant? ça va, monsieur. Monsieur, bon, moi j'ai une question, c'est pas par rapport au cours présent, c'est par rapport à une difficulté que j'ai rencontrée quand j'ai le projet qu'on avait mis, qu'une personne avait push sur Git, je l'ai téléchargé et puis après j'ai eu un problème à lancer le projet parce qu'on me disait que on n'arrivait pas à trouver le fichier Bootstrap. Voilà, Il faut, le fichier. une fois qu'on a téléchargé le fichier depuis le Git ou bien on l'a cloné, la première chose à faire, c'est Hein. d'installer les dépendances. D'accord? Donc, le projet, il contient un ensemble de dépendances. Donc, il faut ouvrir un terminal dans le dossier qui contient le projet et de taper, exécuter la commande tout simplement npm install. Oui, monsieur, bon, moi, quand je tape la commande npm install, ça ne télécharge pas tous les fichiers. Donc, j'ai pris un module, le module d'un autre projet, j'ai mis ça dans le projet que j'ai téléchargé. Et après, j'ai tapé npm install Bootstrap, jQuery et tout pour installer Bootstrap et jQuery. Mais malgré ça, ça ne trouve pas Est-ce que toujours le. tu as ajouté Bootstrap et jQuery dans le fichier angular.json pour les configurer? Oui, 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 ça avait été déjà fait par la personne qui avait envoyé le premier projet sur Git. Je ne sais pas. Donc, Si tu peux, m'envoyer des captures d'écran sur les différents fichiers de config et le message d'erreur, peut-être que je pourrais t'aider, hein. Donc, essaye de me les compris, envoyer par email et on va s'échanger sur cette base-là. compris, monsieur. D'accord? Merci, monsieur. Merci à vous. Donc, je vous souhaite un excellent week-end. Si vous n'avez pas d'autres questions, bien sûr. Et on se donne rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine. Merci bien et au revoir.
Merci. Merci, monsieur.